Je m'intéresse au paranormal depuis 45 ans. Au fil du temps, j'ai été tour à tour enquêteur pour diverses associations dédiées à l'étude des ovnis ou à la recherche sur les phénomènes paranormaux. J'ai aussi été rédacteur en chef et éditeur du magazine Enigma, un bimestriel québécois consacré à l'actualité insolite. Depuis quelques années, j'écris et réalise pour la télévision des séries documentaires principalement axées sur le paranormal. Pour mes collègues journalistes, cette passion paraît parfois excessive. Pourtant, mon intérêt pour l'inexplicable est purement accidentel. Vraiment, au sens littéral. Pour moi, ma première incursion dans cet univers fantastique remonte à l'été de 1976. À cette époque, jeune adolescent, je n'avais que deux passions, les filles, testostérone oblige, et le rock'n'roll. Bien sûr, comme tous les jeunes de mon âge, j'avais vu quelques épisodes de la série Les Envahisseurs ou Les Champions. Mais j'avoue que j'étais plutôt branché amicalement vôtre. Deux playboys, incarnés par Roger Moore et Tony Curtis, vivant un maximum d'aventures entourés de jolies filles et conduisant de superbes bagnoles. Le rêve de tout adolescent, quoi. J'ignorais que le paranormal m'attendait au détour. Nous sommes le 13 juillet 1976, aux alentours de 22 heures. Je marche le long de la route 223 à la sortie de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, un petit village situé à une quinzaine de kilomètres au nord de la frontière américaine. J'ai passé l'après-midi avec des amis à draguer les filles. Bref, le surnaturel ne fait pas partie de mes préoccupations immédiates. Pour l'heure, mon unique souhait est de me dénicher, en faisant de l'autostop, un moyen de transport pour rentrer à la maison. J'habite à ce moment-là à Saint-Jean-sur-Richelieu. Autour de moi, il n'y a que des terres agricoles et des champs en friche. C'est à ce moment-là qu'une énième voiture s'amène. C'est une grosse américaine, comme il y en a alors beaucoup sur les routes. Une Pontiac parisienne ou quelque chose du genre. Arrivé à ma hauteur, le chauffeur, peut-être surpris de m'apercevoir au dernier moment, donne un coup de volant. Conséquence, le véhicule se déporte sur l'accotement et dérape. Dans les années 1970, la plupart des voitures sont à propulsion, et lorsque le train arrière perd sa traction, le véhicule devient vite hors de contrôle. La voiture se place donc au travers de la route, glissant dans ma direction. Figé, je comprends aussitôt que je vais être happé. Et c'est là que l'impossible se produit. Au moment de la collision, je suis soulevé dans les airs, comme si j'étais aspiré vers le haut. C'était comme se retrouver dans une bulle où la gravité n'existe plus. Flottant à 2 mètres au-dessus du sol, je vois la voiture passer sous mes pieds. Je bouge les jambes comme si je marchais dans le vide, en me disant que tout cela est irréel. Une fois la voiture passée, la gravité reprend ses droits et je retombe dans le fossé qui longe la route. Mais là encore, l'atterrissage, si je puis dire, se fait en douceur. Je bascule vers l'avant, comme si j'avais un harnais autour de la taille, comme ceux des trapézistes à l'entraînement. Et, très lentement, je redescends sur le sol, presque tête première.
Je me relève. À 20 mètres de moi, la voiture a retrouvé son aplomb et s'éloigne dans l'obscurité. Le chauffeur ne s'arrêtera jamais. Peut-être ne s'est-il jamais rendu compte de ce qui venait de se passer. Comme je suis toujours là, choqué par les événements des dernières secondes, j'ai soudain l'impression de ne plus être seul. J'ai le sentiment d'être épié. C'est alors que des mains invisibles, faute d'une meilleure description, se jettent sur moi. Je suis attaqué par des agresseurs désincarnés. Ces agresseurs m'immobilisent face contre terre, puis m'entraînent vers le champ, par-delà le fossé. Je sens que des mains immobilisent mes bras le long de mon corps et d'autres me serrent les chevilles. Ma tête reste libre de mouvement, mais peu importe là où je regarde, il n'y a personne. Ces agresseurs me transportent ainsi sur une distance d'environ 30 mètres à travers ce champ en friche. Je dis « transporte », mais est-ce approprié? En fait, je flotte à 1 mètre au-dessus du sol en glissant vers l'avant. Non pas comme si j'étais étendu sur un tapis volant, mais en décrivant de légers mouvements de haut en bas, comme si j'étais transporté par des personnes matérielles et que mon corps oscillait à chacun de leurs pas. Puis, mes agresseurs parlent. J'entends leur voix de manière auditive. Ce n'est pas de la télépathie ou quoi que ce soit du genre. Je les entends parler distinctement, même si leur voix, un français sans accent, me paraît un peu déformée, comme s'ils parlaient en se gargarisant. Une première voix répète « On va le tuer, on va le tuer ». Cette voix est celle de mon agresseur qui me tient par les chevilles. Chose curieuse, comme si la curiosité était encore de mise ici, cette voix semble provenir de la même hauteur que mes pieds, comme si mon agresseur mesurait 1 mètre. Aussitôt, après avoir répété cette inquiétante menace, une autre voix se fait entendre. Cette deuxième voix, très semblable à la première par son style vibratoire, vient de devant, comme si, en plus de mes 2 agresseurs, il y avait une troisième entité marchant devant le groupe. Cette seconde voix me semble à hauteur d'homme, 1,60 m environ. Elle répète « Non, on ne va que lui faire peur, que lui faire peur. » Voilà qui est quand même plus rassurant. Aussitôt après, comme une litanie, le nain répète « Non, on va le tuer, on va le tuer. » Et l'éclaireur de reprendre à son tour « Non, on ne va que lui faire peur. » Après avoir répété 3 ou 4 fois ces paroles, mes agresseurs me déposent sur le sol, en me tenant toujours par les chevilles et par les bras. Dire que je suis inquiet serait un euphémisme. Je m'attends à recevoir un coup sur la tête ou quelque chose du genre. Je sens un poids entre mes omoplates, comme si quelqu'un y appuyait son genou. Puis, tout s'arrête. Face contre terre, je sens qu'il n'y a plus personne. Je me retourne, je suis là, assis au milieu du champ, seul, à quelques 30 mètres de la route. Il n'y a que cette trouée à travers l'herbe haute, témoignant de mon agression. Entre l'épisode de la voiture et le départ de mes agresseurs, 30 secondes tout au plus se sont écoulées. 30 secondes qui vont changer ma vie.
Au lendemain de cette agression, j'ai découvert le paranormal. À la bibliothèque de ma ville, il y avait une section complète consacrée à ces phénomènes étranges. OVNI, fantômes, perceptions extrasensorielles et monstres de tout acabit. Sur les rayons s'alignaient des dizaines de livres aux couvertures intrigantes et aux titres plus mystérieux les uns que les autres. Le procès des soucoupes volantes, le mystère du triangle des Bermudes, Homme des bois et Homme des neiges, les chevaux du diable, et j'en passe. J'avais l'impression que tous ces livres n'attendaient que mon éveil pour me livrer leurs occultes secrets. Jamais je n'aurais pu imaginer que ces bizarreries avaient fait l'objet d'un tel intérêt. Pour la première fois, je prenais conscience que les phénomènes paranormaux n'étaient pas que des fantasmes d'Hollywood, mais définissaient tout un pan de la culture humaine. Depuis toujours, ces phénomènes avaient intrigué les hommes, et c'était à mon tour d'entendre leur appel, et pour moi, le synchronisme était on ne peut plus parfait. Le mercredi 4 août 1976, 22 jours après mon agression, le Canada français, le principal hebdomadaire de la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu, consacrait plusieurs pages à des phénomènes lumineux observés entre le 24 et le 29 juillet. D'après le journal, les principaux témoins étaient des résidents de la plage Brunet, à Sabrevois, un secteur bucolique situé sur la rive est de la rivière Richelieu, presque en face de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Pouvait-il y avoir un lien entre mon expérience et ces phénomènes de type OVNI? L'hebdomadaire évoquait aussi les travaux de UFO Québec, une organisation dédiée à la recherche sur les ovnis et responsable de l'enquête sur les manifestations de la plage Brunet. Dans un encadré, les enquêteurs lançaient un appel à toute personne ayant été témoin d'un phénomène étrange le long de la rivière Richelieu, spécifiant que les événements inexplicables du mois de juillet n'étaient sans doute pas exclusifs à la municipalité de Sabrevois. En lisant ces lignes, je me suis senti interpellé. Il fallait que je raconte mon histoire. Et pourquoi pas à ces gens de UFO Québec? Comme l'article du Canada français mentionnait une adresse pour communiquer avec l'organisme, je ne perdais rien à envoyer une lettre. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un certain Claude Macduff, l'un des enquêteurs de UFO Québec. Ce dernier était apparemment curieux d'en savoir davantage sur mon histoire. Quoique très gêné et sans doute intimidé, je me suis confié sans retenue. Jamais je n'ai senti la moindre réserve. Claude m'a écouté avec beaucoup d'intérêt, me questionnant sur l'aspect des voix ou la sensation des mains. Il m'a finalement avoué n'avoir jamais eu connaissance d'une histoire semblable dans le contexte ufologique, le contexte des ovnis. C'était notre première conversation. Il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Presque chaque semaine, je le rappelais pour en connaître un peu plus sur ces histoires d'ovnis et autres phénomènes étranges. Claude s'est toujours montré attentif et disponible. J'étais comblé. Pour moi, ces enquêteurs de UFO Québec, c'était du sérieux. Et voilà que l'un d'entre eux m'accordait temps et intérêt, à moi, l'adolescent rebelle. Je faisais enfin mes débuts officiels comme enquêteur. Mon expérience du 13 juillet 1976 allait paver la voie de mon futur. 46 ans se sont écoulés depuis ce remarquable été et il ne s'est pas écoulé une seule journée sans que je ne repense à cet incident.
Ce n'est pas une obsession qui occupe toujours mon esprit, mais le souvenir de cet épisode n'est jamais bien loin. Qui étaient donc mes agresseurs de l'invisible? Inutile de dire qu'au cours des ans, j'ai suivi plusieurs pistes. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment cherché d'explication à mon expérience avant le milieu des années 1980. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était mon histoire, et il n'y avait rien à comprendre sauf l'évidence. J'avais été agressé par des entités invisibles. Mais avec les années, je suis devenu plus critique face au paranormal et, pourquoi pas, vis-à-vis de ma propre expérience. Je sais aujourd'hui que de nombreux facteurs physiques et psychologiques peuvent influencer la perception des témoins. Avais-je pu, moi aussi, être victime de mes sens? Évidemment, en soulevant une telle interrogation, c'était comme douter de moi-même. Pourtant, dans mon fort intérieur, j'avais la certitude de la réalité de l'expérience. Mais entre la réalité et ce que l'on croit être la réalité, il y a parfois une zone grise où l'imaginaire peut s'égarer. Comme les années m'ont appris à toujours prioriser les explications rationnelles, je me suis interrogé sur ce qui, objectivement, aurait pu provoquer mon agression, ou plutôt ma perception de l'agression. La première, et sans doute la seule explication prosaïque, est l'hallucination. Je me suis alors tourné vers la littérature médicale. Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou le DSM, l'ouvrage de référence des psychologues et des psychiatres, la perception de voix désincarnées ou encore la croyance d'être sous l'influence d'une personne décédée ou d'entités venues d'ailleurs sont symptomatiques de la schizophrénie. Mais ce genre de pathologie peut-elle se manifester qu'une seule fois dans toute la vie d'un individu? Parce que dans mon cas, il n'y a jamais eu de récidive. Les experts que j'ai consultés doutent de cette solution. Certes, ce n'est pas impossible, mais très improbable. Il existe une autre pathologie associée à des agresseurs par des entités invisibles. Ces visions, appelées attaques ou terreurs nocturnes, sont liées à des troubles du sommeil, des parasomnies. Le sujet, qui se trouve à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, a l'impression d'être attaqué par des créatures maléfiques. En fait, dû à une anomalie dans la mécanique du sommeil, le dormeur se réveille, mais son cerveau continue de lui transmettre des impressions oniriques, lesquelles impressions se fondent aux images de la réalité. Dans de très nombreux cas, et les experts ignorent pourquoi, ces images oniriques s'incarnent sous la forme de monstres ou autres entités malveillantes. Comme cette pathologie est essentiellement liée à des troubles du sommeil, elle pourrait peut-être expliquer certains récits d'enlèvement par des extraterrestres, dont 80% se produisent durant le sommeil de la victime, ou certaines visites érotiques de succubes ou d'incubes. Mais il est exclu que cette pathologie, qui demeure rarissime, puisse affecter un autostoppeur marchant sur le bord de la route. Avec prudence, je me suis donc tourné vers le paranormal. S'il y avait une explication à mon aventure, peut-être la trouverais-je dans des précédents. Mais justement, y avait-il eu des précédents? Oui, et beaucoup. En fait, la littérature consacrée aux phénomènes étranges fourmille d'anecdotes de gens affirmant avoir été attaqués par des entités invisibles. Malheureusement, à cause de l'aspect spontané de ces agressions,
très peu d'entre elles ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse. Seuls les cas récurrents ont pu être étudiés. L'histoire la plus célèbre est sans doute celle de Doris Biter. Au milieu des années 1970, cette Américaine, mère de 4 enfants, a confié à des chercheurs en parapsychologie de l'Université de Californie à Los Angeles, la UCLA, que son domicile était le théâtre de manifestations étranges. Des meubles et des objets se déplaçaient tout seuls, et des coups inexplicables résonnaient dans les murs. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Au fil des discussions, Doris a avoué que ses présences l'avaient agressée sexuellement, et ce, à maintes reprises. Cette histoire exceptionnelle a servi de canevas au roman de Frank de Filita, The Entity, roman porté à l'écran en 1981 dans un film éponyme. Au cinéma, Doris Biter est devenue Carla Moran, interprétée par Barbara Hershey, et l'essentiel du film tourne autour des dites agressions. Mais le cinéma n'est pas la réalité. Lors de mes discussions avec Cary Gaynor, l'un des enquêteurs originaux sur l'affaire Doris Biter, le parapsychologue m'a confié que ces agressions sexuelles n'avaient jamais été documentées. À l'époque, les chercheurs du défunt département de recherche en parapsychologie de la UCLA s'étaient surtout intéressés aux manifestations objectivables, comme les meubles qui bougent ou les coups frappés dans les murs, des phénomènes que Doris disait observer chez elle. Quant aux agressions, elles n'étaient qu'anecdotiques et ne se sont jamais produites en présence des chercheurs. Toujours d'après Gaynor, il était de l'avis des parapsychologues de la UCLA que ces viols n'étaient que des fantasmes nés de la psyché très particulière de Doris Biter, même si certains de ses proches ont juré avoir été témoins, en partie, de ces attaques. Autre épisode d'agression récurrente, l'affaire Eleanor Zugon. En 1925, cette jeune Roumaine devient la victime des attaques répétées d'une entité invisible qu'elle croit être le diable. Elle est giflée par des mains invisibles et des marques comme des morsures apparaissent sur son corps. Devant la sévérité de son cas, les médecins préfèrent l'interner dans un asile de Talpa, en Roumanie. Mais les phénomènes qui entourent l'adolescente de 12 ans ont trouvé écho dans la presse. Bientôt, toute l'Europe a entendu parler de la petite Eleanor Zugon. C'est alors qu'entre en scène la comtesse Zoé Vassilo-Sereki. Elle-même d'origine roumaine, elle s'est établie à Vienne, en Autriche, où elle s'est découvert une véritable passion pour la parapsychologie. Lorsqu'elle entend parler de l'affaire Zugon, sa curiosité est piquée à vif. Elle se rend à Talpa et réussit à convaincre le père d'Éléonore, sa mère est décédée quelques années plus tôt, de la laisser repartir avec elle. Dans les mois qui suivent, l'adolescente est examinée par les plus grands parapsychologues d'Europe, dont Harry Price, qui invite la comtesse et sa pupille à venir le visiter au National Laboratory for Psychical Research, à Londres, en Angleterre. Dans des conditions optimum et devant témoins, Éléonore est giflée par l'entité. On peut même voir apparaître sur son corps des marques de doigts et de dents. Les attaques perdurent pendant des mois, puis, alors qu'Éléonore est en pleine puberté, les phénomènes cessent complètement. Ils ne se reproduiront plus jamais. L'affaire Zugon est aujourd'hui considérée comme l'un des cas les plus étonnants de poltergeist. Le mot poltergeist, d'origine allemande, signifie « esprit frappeur ».
Le terme est d'ailleurs plutôt mal choisi, quand on sait que les parapsychologues sont plutôt d'avis que les poltergeists sont des démonstrations involontaires de l'esprit du sujet, dans le cas présent celui d'Eleanor Zugon, sur la matière. Les chercheurs pensent que les attaques dont a été victime la jeune Roumaine étaient provoquées inconsciemment par elle-même. L'adolescente était à ce point convaincue d'être victime du diable qu'elle aurait provoqué de manière psychosomatique les marques de doigts et de morsures. Pourquoi ces phénomènes se sont-ils arrêtés à la puberté? Le mystère reste entier. Après l'épisode des agressions, Eleanor est retournée vivre en Roumanie où elle a exercé le métier de coiffeuse. Elle a vécu normalement jusque dans les années 1990, sans jamais rapporter de nouveaux épisodes d'agression. Et moi, dans tout cela? Je ne sais toujours pas. Mon souvenir des événements de l'été 1976 est pourtant clair et précis. Alors pourquoi ne pas simplement accepter l'évidence? De toute façon, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de la réalité de mon expérience. Qui plus est, l'impact que cette aventure, réelle ou somatisée, a eu sur ma vie, n'est-il pas plus important que la certitude de sa matérialité? Bien sûr. Et je pourrais me contenter de cette conclusion si le hasard ne m'avait pas fait rencontrer les créatures de l'ombre. En octobre 1973, la télévision américaine présentait « Don't be afraid of the dark », traduit en français sous le titre « Les créatures de l'ombre ». Ce téléfilm raconte l'histoire d'un couple, Sally et Alex Farnham, qui emménagent dans un manoir ayant jadis appartenu à la grand-mère de Sally. Poussée par sa curiosité, la femme ouvre une cheminée depuis longtemps condamnée et du coup, libère les petites créatures hideuses qui y sont enfermées. Ces créatures de l'ombre n'ont plus alors qu'un seul souhait, s'emparer de la jeune femme pour la ramener dans leur antre. Dans une scène mémorable, deux des créatures se glissent dans la salle de bain, alors que Sally est sous la douche, et se saisissent d'un rasoir coupe-chou. Comme elles s'avancent sur le carrelage à l'insu de leur future victime, l'une de ces créatures lance à sa consoeur « Je vais la tuer. » et l'autre de lui répondre « Non, il faut attendre. Nous allons plutôt lui faire peur. » Les créatures répètent 2 ou 3 fois ces paroles avant de s'enfuir. Je me rappelle avoir vu pour la première fois ce film, Les créatures de l'ombre, au début des années 1980. Il était alors présenté en cinéma de fin de soirée à la télévision. En entendant ces échanges entre les créatures, j'étais frappé par leur ressemblance avec les paroles prononcées par mes agresseurs invisibles de 1976. Même si je ne me rappelle pas avoir eu connaissance de ce film avant mon expérience, est-il possible que je l'ai vu sans toutefois en garder un souvenir conscient? Le film, sorti en 1973, faut-il le rappeler, aurait-il pu jouer dans une pièce voisine d'où je me trouvais, me plaçant ainsi dans la possibilité d'en enregistrer inconsciemment des brides, lesquelles auraient pu ressurgir durant mon expérience? Ce phénomène de la mémoire occultée et qui revient en flashback s'appelle la cryptomnésie. Une partie de mon expérience serait-elle à mettre au compte de cette curieuse anomalie de la mémoire? Même si cela n'expliquerait pas tout, j'aurais au moins la certitude qu'une partie de mon souvenir découle de mon imaginaire. Mais pour en avoir l'assurance, il me faudrait déterminer si oui ou non
Le film a été présenté à la télévision québécoise, francophone, avant le 13 juillet 1976. Une information que je n'ai hélas jamais pu confirmer. Des gens, intrigués par mon histoire, ont fait l'exercice. Ils ont minutieusement épluché les grilles de diffusion de la télévision francophone québécoise. Ils sont catégoriques. Le film « Les créatures de l'ombre » n'a jamais été diffusé en français avant 1976. Peut-être s'agit-il alors simplement d'une coïncidence. Mais je hais les coïncidences. 46 ans après cette fantastique expérience, je ne sais toujours pas quoi en penser. Ai-je réellement été agressé par des entités invisibles? L'affaire paraît invraisemblable. Pourtant, et si ces entités venaient d'ailleurs? À quoi rimait leur mise en scène? Pourquoi me protéger en m'évitant d'être happé par la voiture pour ensuite me menacer de mort? À moins que les deux événements ne soient liés d'aucune manière. Ma seule certitude est que ce soir-là, sur une route déserte, j'avais rendez-vous avec mon destin.